J'étais prête à partir en prépa Sciences Po et à préparer du coup le concours. Et ma mère s'est grièvement blessée dans une calandreuse. C'est les grosses machines qu'on utilise dans les hôtels de luxe pour repasser les draps. Et il a fallu des années pour que ça se reconstruise. Ça a été marquant pour moi parce que c'était le moment où on devait faire un effort familial collectif financièrement pour pouvoir me permettre de faire ensuite Sciences Po Grenoble et Sciences Po Paris. Notre fierté, notre bonheur de se dire j'allais pouvoir commencer mes études a été freiné par cette nouvelle. Mais moi, je me suis rendu compte que ma réussite, elle dépendait de leur corps. Et c'est pour ça que j'ai cette image toujours en tête. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Nesrine Slaoui. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci beaucoup. Alias Sean Paul. Puis aujourd'hui, mes cheveux sont lisses. J'ai détaché les tresses. On vous appelait Sean Paul? On m'appelait Sean Paul, parce que j'avais tout le temps des tresses quand j'étais petite. Vous venez parler de votre premier livre, Illégitime au pluriel, aux éditions Fayard. C'est un bioman. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un roman dont la matière est autobiographique. Pourquoi vous êtes caché derrière le roman pour parler de vous, aussi précisément d'ailleurs? Non, je me suis pas cachée, c'est juste parce que, comme je le disais, c'est juste une matière autobiographique, mais j'avais envie que l'écriture soit un peu plus romanesque et pas simplement, comme on pourrait dire, un récit. Je voulais vraiment travailler la matière pour que ça ressemble à des personnages et que justement on peut s'y attacher un peu plus. D'accord, même si quand même quasiment tout est vrai. Tout est vrai. Ouais. Tout est vrai dans le. Quand on suit votre parcours, ça ressemble quand même beaucoup à votre vie. Mais est-ce que forcément la définition de roman c'est fictif? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des romans qui sont qui sont totalement autobiographiques et roman c'est plus, en tout cas moi comment je l'interprète, c'est plus dans la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est travaillé, beaucoup plus que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fictif. En tout cas c'est vraiment ma définition à moi. Et c'était un bon sujet aussi d'essai. Oui, ça aurait pu l'être. C'est pour ça que je vous pose la question. C'était un très bon sujet d'essai. Bien sûr, mais si ça avait été un essai, je pense qu'il aurait fallu que ce soit beaucoup plus sociologique. Et moi, la partie sur ma famille et sur vraiment tout ce qui est émotionnel, ça me paraissait très important pour comprendre justement comment je l'ai vécu, pourquoi je l'ai vécu de cette manière et comment ma famille aussi l'a vécu. C'est-à-dire qu'un essai, c'est quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus distancié. Et moi, au contraire, je voulais pas cette distance-là. Alors, vous l'écrivez pas en suivant la chronologie. Ce qui fait qu'on manque une partie de l'histoire parce qu'en fait, vous grandissez, enfin, vous naissez au Maroc et vous grandissez au Maroc et vous arrivez en France à l'âge de 3 ans. Oui. Et un des éléments quand même centraux du livre, c'est pourquoi votre maman va fuir le Maroc avec vous dans ses bras? Parce qu'elle ne s'y sentait pas bien, et je le raconte dans le livre, elle ne se sentait pas acceptée par sa belle famille. C'était vraiment des conflits familiaux. Ouais. La belle maman n'acceptait pas ma mère. Et elle avait un peu ce regret de s'être mariée trop jeune et de ne pas avoir pu aboutir ses études parce qu'elle était une très bonne élève. Elle adorait écrire quand elle était au lycée. Et en fait, elle a eu cette réflexion quand on était là-bas. Elle se disait, si on reste ici, ma fille n'aura pas accès à l'éducation. Parce qu'en fait, on est issus des milieux populaires dans les deux pays. On était pauvres au Maroc, on a été aussi en France ensuite. Et donc, du coup, c'est un peu un geste de survie pour moi. Elle s'est dit, il faut que je rentre. Et vraiment, son motif principal, c'était, il faut que ma fille étudie. Fasse des études. Dans des bonnes études, dans des bonnes conditions. Et qu'elle aille le plus loin possible là-dessus. Et donc, ça s'est paru évident pour elle, au vu de la situation, de venir en France et du coup, de fuir en fait un environnement familial qui était toxique pour elle. Alors, vous avez mis sur les réseaux le début de l'histoire de votre livre. Mon grand-père avait signé son contrat à Ain Borja à Casablanca. Ain Borja qui a signé le contrat. Il en était fier à l'époque. Puis il a fallu attendre 3 ans pour que sa femme et ses enfants le rejoignent en France, en 1977, grâce au regroupement familial. Après des années à partager des matelas pouilleux à plusieurs, à s'échanger entre collègues les vêtements trouvés dans les poubelles, Mohamed avait enfin osé demander à son patron la location d'un appartement pour vivre avec les siens. L'employeur avait alors répondu non. Un non définitif, comme si la vie de mon grand-père n'en dépendait pas. Alors vous êtes venu journaliste aujourd'hui, vous êtes allé interviewer votre grand-père. Et c'est ça qu'on entend, hein, c'est un extrait de cette interview. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il vous dise avant qu'il parte ?
et qu'il vous raconte? Tout ce dont on n'avait jamais parlé. En fait, je m'en suis rendu compte en vieillissant et en parlant avec d'autres personnes issues d'immigration, c'est qu'on a très peu échangé avec nos aînés, notamment nos grands-pères qui sont, je parle pour ce qu'on appelle la troisième génération d'immigrés, même si on devrait nous appeler les Français maintenant à force. Mais voilà, on n'a jamais eu cette conversation-là avec nos grands-parents, avec nos parents. Et voilà, c'est quelqu'un qui est malade maintenant, qui a des difficultés de santé. Et je me suis dit, s'il part et qu'il ne me raconte rien, finalement, qui va me le transmettre? Parce que j'ai eu ce problème-là avec mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, que j'ai rencontré il y a des années. Je fais un petit peu le parallèle dans l'histoire parce que je l'ai rencontrée. On ne s'est pas parlé. Et en fait, elle a vécu la colonisation, mais de ce qui se dit dans la famille, c'est beaucoup trop flou pour que j'en ai une véritable image. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'oralité, en fait, nos traditions. Le protectorat au Maroc, donc, voilà, le fameux. Ouais. Et donc voilà, du coup, je n'ai pas ce récit-là est manquant. Je l'ai vécu, ça fait partie de l'histoire de France et ce récit-là est manquant chez moi et je voulais pas qu'il se passe la même chose avec mon grand-père. Et ma mère m'en a déjà parlé un petit peu par bribes et je me suis dit, si je veux vraiment être une bonne journaliste, il faut déjà que je vois auprès de ma propre histoire et auprès des miens. Et c'est pas un exercice évident de le faire d'ailleurs parce que vraiment c'est très tabou les souffrances dans les familles, c'est très tabou de parler de ces choses-là, surtout encore une fois mon grand-père est un homme, donc un homme âgé qui a encore des codes forcément du patriarcat, donc qui est viriliste, etc. Et je le raconte dans le livre qu'il n'arrive pas à tout me dire. C'est-à-dire qu'il essaie quand même de garder la face à moi et de ne pas me raconter qu'il a pleuré pendant des nuits, de ne pas me raconter qu'il n'arrivait pas à manger et de ne pas me raconter qu'il n'arrivait pas à parler. Alors que c'est la base, en fait, de son récit. Donc il me raconte un peu par bribes, un peu honteux. Là, il me le raconte. L'extrait qu'on entend, en fait, il dit le mot habs, ça veut dire le mot prison en arabe. Il me raconte qu'en fait, le premier hôtel dans lequel il a été hébergé par son patron, c'était une toute petite chambre qu'il partageait à plusieurs. Et en fait, la manière dont il le raconte, ça le rend homme parce qu'en fait, il le raconte comme un survivant de tout ça. Donc, il ne raconte pas... C'est pas la misère qu'il raconte, voilà le déclassement. Exactement. Il veut plus garder ce côté, on a survécu à des conditions effectivement miteuses. Et moi, ça me permettait... En fait, j'ai parlé avec ma grand-mère qui m'a raconté d'autres aspects, notamment les lettres qui se sont envoyées. J'ai parlé avec l'immigré marocain qui partageait aussi son lit. C'est comme ça que j'ai eu, en fait, tout le récit de mon grand-père. Mais lui, il m'a finalement raconté que ce qui lui permettait de garder la face. Et ce que je dis dans le livre, c'est que je lui en veux même pas. Parce que c'est tellement humain, finalement, face à sa petite fille, d'essayer de lever le menton et de dire j'ai fait ces sacrifices, mais tout va bien, finalement. Ouais. Bon, le patron, la famille est quand même venue au final. Hein, oui. Le patron dit non, on se demande pourquoi d'ailleurs, il dit non. Il explique un peu, alors en fait c'est parce que mon grand-père justement, ça c'est ma grand-mère qui me le dit dans l'interview, j'ai 1h30 de rush de mes grands-parents sur mon téléphone, et donc mon grand-père comme ça dit, mon patron me dit non, et c'est ma grand-mère qui lui dit oui, c'est parce que tu passais quand même beaucoup de temps au Maroc et ça leur plaisait pas trop. En fait il retournait une semaine de plus que ce qui lui était autorisé au Maroc pour voir ses enfants, et du coup le patron ça ne lui plaisait pas, mais pour lui c'était essentiel parce qu'il avait beaucoup de mal en fait à vivre surtout sans ses enfants. Donc il y a une raison quand même. Oui, c'était pas un non pour un non. Non, c'était pas un non pour un non, mais je pense que ce qui l'a blessé, c'est que justement on comprenne pas ses émotions et juste le besoin d'être aussi en famille de temps en temps. Et voilà. 77, ça nous ramène à une époque. On a perdu Giscard d'Estaing il n'y a pas très longtemps, mais c'était les années Giscard, Lionel Stoléru, les 10 000 francs pour rentrer au bled. Enfin voilà, c'est une époque qu'on a oubliée, mais c'est celle-là. Hein. Oui, c'est l'époque où on se questionnait sur justement l'apport des immigrants. On les voyait vraiment comme un apport à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apportent à la France? Est-ce qu'il faut les renvoyer chez eux maintenant qu'ils ont reconstruit le pays après la guerre? Je parle de ceux qui sont arrivés. C'était le début de la crise économique aussi. Aussi, bien sûr. Et du coup, ça faisait partie des questionnements qu'on avait. Mais voilà, moi ce qui m'avait surtout manqué dans le récit de mon grand-père, c'est comment on les sélectionnait, c'est-à-dire quand ils sont venus les chercher au Maroc, la violence que ça a été pour eux d'être choisis en fonction de leur apparence physique et de leur force en fait physique. Parce que mon grand-père est venu finalement assez âgé, hein, il avait presque 40 ans, et c'est plutôt âgé pour quelqu'un qui va travailler dans le BTP en France. Donc il y a eu quand même cette sélection physique, et parce que c'était un homme, c'était un paysan, donc il avait l'habitude en fait de travailler avec son corps et d'en faire un outil de survie. Illégitime, votre premier roman, donc, est l'histoire d'un cheval à bascule. Vous aimez cette expression, et pourquoi est-ce que vous préférez cette expression, cheval à bascule, à transfuge de classe? Parce que j'ai l'impression que dans la notion de transfuge, il y a la notion de traître. Et le traître à sa classe.
C'est-à-dire que ce serait un transfert du milieu populaire au milieu bourgeois et en abandonnant une partie de soi. Et moi, je n'ai rien abandonné. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement ce qu'on appelle sociologiquement un parcours ascendant socialement, mais je suis un cheval à bascule. C'est Fabien Truong, le sociologue, qui utilise cette expression, et même il a bien expliqué dans ses livres, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment entré dans le milieu bourgeois, j'ai encore un pied solidement ancré dans le milieu populaire. Et ça me va bien parce que du coup, ça veut dire que je peux la basculer d'un milieu à l'autre assez facilement parce que j'ai les codes des deux milieux. Donc, cheval à bascule. C'est ça. Alors, il y en a un autre qui vous a aidé à comprendre d'où vous veniez, c'est Bourdieu. Évidemment. Assez tôt, vous le découvrez tôt, Bourdieu, alors que c'est quand même plutôt rébarbatif, hein, c'est pas une lecture d'ado. Hein. Non, mais parce que j'étais une très grande lectrice quand j'étais au lycée et je pense que ma professeure de sciences économiques et sociales à l'époque voulait, parce qu'elle sentait que j'allais faire des études et elle voulait m'expliquer ce à quoi j'allais être confrontée, donc elle me le conseille. Elle me fait lire Bourdieu quand je suis en seconde et je le dévore entre ma seconde et ma terminale et je le lis comme un guide de survie de quelqu'un qui va passer justement d'un milieu populaire à un milieu bourgeois. Et c'est la sociologue Kao Tarachi, elle en parle très bien, c'est-à-dire elle dit pour certains la sociologie c'est un savoir neutre, pour nous c'est vraiment un manuel qu'on lit sur comment il va falloir se comporter, comment il va falloir s'adapter au milieu que l'on veut intégrer en fait plus tard. Follow the process. Exactement. C'est important et c'est ce que vous avez fait. Vous avez suivi le procédé. Exactement, et puis surtout que aussi ça peut être parfois une violence, donc ça fait du bien de lire des livres qui en parlent. Bourdieu, c'était sur la reproduction sociale. Capital social, capital culturel, capital économique. Il a beaucoup écrit sur l'Algérie, en fait, Bourdieu. Ce sont des livres qui sont moins connus, mais effectivement. Voilà. Ouais, il faut... Moi, ce que j'ai pu regarder, c'est effectivement sur la France et sur le fonctionnement sociétal, sur la reproduction sociale. Il y a une bande originale de votre livre. Vous écoutez beaucoup de musique. Alors, on va écouter Walem, la chanteuse, sur l'Olivier. Vous nous direz pourquoi après. Voilà, Walem, l'Olivier, ça a été un gros succès. Vous dites que les chanteuses de R&B ont offert une bande-son à votre adolescence, à Sabrina, Iba, Célinda, Fatima Zora, Laurie et vous. C'est les vrais prénoms de vos copines, ça? C'est les vrais prénoms de mes copines. Donc c'est spécial dédicace. Voilà, c'est le spécial dédicace à elle et à ses heures passées sur les bancs à écouter des musiques de R&B et du rap. À l'époque, c'était Wallen et Jams qui étaient en hit en France. Et voilà, justement, elles ont porté musicalement nos vies. Et donc on se reconnaissait tellement en elles, dans la poésie aussi qu'elles avaient pour ce déracinement, à la fois être issu de pays maghrébins, France, Maroc, Maroc, Algérie, et avoir un pied en France. Et du coup, on se reconnaissait tellement dans leurs paroles. Et c'était aussi l'époque où on se posait beaucoup de questions sur les garçons. Et James et Wallen nous apportaient beaucoup de réponses. Des questions physiques sur les garçons? Non, des questions de ce que ça veut dire aimer. C'est pour ça qu'elle qui replantera l'Olivier où sont passés les gens que j'ai aimés. C'est-à-dire, ça veut dire quoi aimer, comment on découvre l'amour quand on est cloisonné dans un milieu où il y a beaucoup d'ennuis. C'est-à-dire que nous, il n'y avait pas des rendez-vous au restaurant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cinéma non plus. Donc voilà, c'était toutes ces questions de... Il n'y a pas de cinéma parce que vous avez grandi à Apt. Donc, voilà. Effectivement, j'ai grandi dans... Si vous aviez grandi à Paris, peut-être que ça aurait été une autre problématique. C'est pour ça que je le raconte comme ça. C'est-à-dire qu'on a grandi dans un quartier populaire d'une ville de campagne. Donc on n'avait pas de bowling, pas de cinéma, pas de grands centres commerciaux. Donc finalement, on n'avait que ce banc et la musique pour passer le temps. Et au final, c'est pas mal pour rêver. Et Wallen, c'est vraiment la bande son d'une vie parce que je l'écoute encore aujourd'hui et que ça veut dire encore la même chose pour moi. Ça rappelle les mêmes souvenirs de ces heures sur le banc. Vous êtes aujourd'hui journaliste, mais journaliste, c'est un rêve qui vous tient depuis longtemps. Vous racontez dans votre livre la présentation que vous faites quand vous avez 11 ans. Vous êtes en 6e. Vous dites « Je m'appelle Nesrine l'ambitieuse et voici le dictionnaire désordonné du monde tel que je l'ai rencontré. » Déjà à 11 ans, c'est pas mal. Et vous vous présentez comme ça à la classe de 6e et vous expliquez que vous, plus tard, vous voulez être journaliste. Qu'est-ce qu'on disait de vous quand vous imaginiez journaliste ? On me disait que c'était un peu compliqué comme métier et que c'était un métier très très loin de notre milieu social parce qu'encore une fois, je le rappelle, c'était un petit lycée de campagne dans une ville de 10 000 habitants, Apt, c'est à peu près 10 000 habitants, donc Paris c'est très loin, les écoles de journalisme c'est très loin. J'avais un avantage pour moi, c'est que j'étais la meilleure élève de ma classe, je l'ai été pendant tout mon collège, donc j'avais quand même des professeurs de temps en temps qui me soutenaient, qui me disaient c'est peut-être possible un petit peu, puis après on me rappelait vite, c'est-à-dire que j'avais pas les codes vestimentaires déjà, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en survêtement quand j'étais petite et j'avais des tresses et j'avais vraiment tout un look qui laissait penser que les grandes écoles c'était pas fait pour moi et c'était déjà violent qu'on me restreigne au niveau scolaire par rapport à une apparence physique, mais voilà, on me disait que c'était loin, on me disait que c'était compliqué, que si je voulais le faire, en tout cas il allait falloir me battre beaucoup plus que les autres.
Et moi, c'est quelque chose qui est venu, le journalisme, c'est vraiment venu en fait en 2005, quand il y a eu les émeutes en banlieue dans toute la France, d'abord à Paris avec le décès de Ziad Bouna dans un transformateur EDF. Et en fait, moi, c'est venu de là, c'est-à-dire que j'ai regardé le traitement médiatique, on l'a beaucoup analysé aussi à l'école. Et je me suis dit que finalement, nos histoires, elles étaient très peu racontées. Et ça se voit même aujourd'hui, quand je dis que je suis issue d'un quartier populaire, il y en a beaucoup qui me disent « mais t'es pas grandi dans un quartier populaire, t'as grandi en campagne ». Parce qu'on pense qu'un quartier populaire, ça veut forcément dire Kalachnikov, drogue, islamiste, etc. Alors qu'en fait, il y a des quartiers populaires comme le mien, où ce n'est juste rien d'autre qu'un rassemblement de personnes issues de milieux populaires et de l'immigration. Et on était très très loin de toute cette violence et de toute cette stigmatisation en fait qu'il y avait dans les médias. Et moi, je me disais, pourquoi on raconte pas cette vie-là au milieu populaire ? Pourquoi on raconte pas justement la vie à écouter du Wallen et mon premier article d'ailleurs, quand je suis en 6e, c'est un article sur comment on vivait le ramadan dans le quartier, comment les mamans s'organisaient pour faire le repas. Cité Saint-Joseph. Voilà, exactement. Cité Saint-Joseph, avenue de Verdun à Apt. La cité d'en face, c'était Saint quoi ? Ça devait être... C'était Saint-Michel. Ah oui, Saint-Michel. Ouais, exactement. Ouais. Et c'était assez paradoxal parce qu'elles étaient toutes les deux. C'est en plaine, hein, donc du coup il y avait deux petites collines. Il y avait Saint-Joseph d'un côté et Saint-Michel de l'autre côté. Et du coup c'était un peu des cités rivales, mais vraiment loin de la rivalité qu'on imagine dans les films. Hein. C'était vraiment gentillet. Et voilà, du coup moi je voulais raconter aussi cette vie-là et qui appartient plus. Moi je m'identifie plus comme issue d'un milieu populaire dans le sens ouvrier, plutôt qu'une banlieue comme on le définit, par exemple quand je parle des banlieues lyonnaises ou parisiennes. C'est-à-dire moi je m'identifie plus à ce côté populaire des villes, en fait, de ce qu'on appelle la France périphérique, des petites villes de campagne, la France des Gilets jaunes concrètement, c'est là voilà, où on a vu l'émergence de ce mouvement. Donc moi je voulais raconter cette vie-là et nos vies dans ces zones-là. Vous écrivez que quelque chose a brûlé en vous cette année-là et que ce moment de l'histoire de France, finalement, ça a suscité beaucoup de vocations chez les jeunes des milieux populaires, justement. Exactement. Et c'est assez incroyable parce que quand je rencontre des gens issus de milieux populaires et de l'immigration et qu'on en discute, ça a vraiment été chez nous un déclic de... C'était déjà trop, en fait. Ça l'est encore aujourd'hui parce que ces événements existent encore, mais à l'époque, ça l'était déjà trop et c'était beaucoup trop violent pour nous, en fait. C'est vraiment les mots, en fait, qui nous ont blessés. C'est les mots racailles, c'est les mots voyous, il faut les carchériser parce qu'on considérait qu'il fallait nous nettoyer. Et en fait, on ne se rend pas compte que des paroles, des fois médiatiques, en fait, concernent des vrais gens et qu'il y a ensuite des vrais gens dans la vraie vie qui en pleurent et qui en souffrent. Et pour nos parents aussi, ça a été violent parce que c'était leur fils qui voyait et leur fille qui voyait la télé dont on parlait de cette manière-là. Et donc oui, je pense qu'on est nombreux, en tout cas, moi j'en fais partie avec certitude à s'être dit ok, donc maintenant on va leur montrer de quoi on est capable et qu'on n'est pas des brûleurs de voitures et qu'on n'est pas des délinquants, et même si on n'a rien à prouver en soi, mais c'est vraiment cette volonté de donner, comme je l'ai déjà dit, au milieu populaire les réussites qu'elles méritent et les vocations qu'elles méritent. Et je pense qu'il y a... Enfin, moi, j'en connais des avocats qui sont devenus avocats justement pour face à ces injustices-là. Moi, je suis devenue journaliste justement pour raconter avant cet embrasement. Moi, je voulais justement raconter avant que tout explose. Et donc, mais vous vous reconnaissiez pas dans le traitement de l'information. Il y a aussi ça qu'il faut dire. Exactement, oui, bien sûr. Il y a un divorce aussi dans les images qui apparaissent. Oui, mais c'était surtout le vocabulaire. Moi, je me rappelle quand on disait, surtout la presse américaine disait les no-go zones. Ces endroits où on ne peut pas aller dans le 93, c'était lunaire parce que je parlais avec on avait déjà Skyblog à l'époque, c'était l'ancêtre de Twitter, Instagram, et du coup moi je parlais déjà avec d'autres personnes de d'autres quartiers populaires et on se sentait tellement exclus et tellement stigmatisés avec ces mots-là, alors qu'en plus de ça on était en deuil, c'est-à-dire que Ziad Bouna, c'est les petits frères et les cousins de tout le monde, en fait, de toutes les personnes issues de l'immigration. On a encore un vrai attachement à eux. On le voit toutes les années, à chaque fois que leur mort est commémorée, il y a encore cet hommage qui leur est rendu. Et je me rappelle à l'époque aussi pourquoi j'ai voulu devenir journaliste. J'avais lu l'excellent article de Ariane Chemin sur le dernier jour de Ziad Bouna, qui est un article qui est incroyable. Je le lis tout le temps parce que la plume est tellement juste et parce que, en fait, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de venir d'un quartier populaire pour les raconter avec humanité et justesse. C'est-à-dire que Ariane Chemin le fait très très bien. L'article, je vous invite tous à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais il est très très touchant et il est surtout vrai, c'est-à-dire qu'il donne la parole aux personnes concernées. Et c'est un article que moi je relis tout le temps, à la même période, en octobre, le 25, je le lis tout le temps, toutes les années. Depuis du coup, plus de 10 ans. Ah oui, 15 ans. Bien sûr, 15 ans, Tout augmente, Nesrine.
On continue à illustrer la bande originale de votre vie avec Kerry James, Banlieusard. Vous dites que c'est une chanson dans laquelle vous vous reconnaissez. Vous êtes allé le voir sur scène, bien sûr, Kerry James. Aujourd'hui, les paroles, elles vous parlent de la même façon? Je l'ai écouté hier quand le livre est sorti. C'est-à-dire que je continuerai de l'écouter chaque fois que je réussis un de mes rêves, parce qu'écrire un livre, c'était un rêve d'enfant. Donc, je continuerai de l'écouter chaque fois que je franchis une étape dans mes objectifs. Et à noter que, Nesrine, vous avez cité Kerry James dans votre dissertation d'entrée à Sciences Po. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je l'ai cité beaucoup de fois. En fait, j'ai cité beaucoup de rappeurs et dans mes dissertations de sociologie, parce qu'en fait, le rap, ça parle de sociologie, de violence des classes. Et j'ai cité Ayam aussi, que je cite dans le livre, notamment Né sous la même étoile. Donc, qui reste aujourd'hui l'album de rap le plus vendu en France, toujours. C'est toujours une référence. 25 ans, c'est pas loin, là aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Et les paroles sont toujours aussi vraies et aussi d'actualité. Bon, le plaisir d'écouter un extrait de Banlieusard de Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec, dit Kerry James. Lors du premier confinement, déjà, parce qu'on les date, on les numérote, les confinements, vous partez vous réfugier chez vos parents, vous retournez à Apt, vous y allez en quoi? En train, en car, en train depuis Nice, j'étais en reportage. Et après, on vient vous chercher. Ma maman vient me chercher en voiture et elle le fait chaque fois que je redescends, parce que il y a un bus pourtant, mais elle tient à être là à l'arrivée à Avignon, et pour elle c'est symbolique, c'est je te ramène à la maison, viens, tu vas retourner, il y a un petit plat chaud qui t'attend, il y a mamie qui t'attend à la maison, et retourne parmi nous. Ce retour à la maison, beaucoup l'ont fait pendant le premier confinement. Vous retrouvez votre chambre, vos survêtements. Ils étaient utiles, pour le coup, tout le monde était en survêtement. à 200 €. C'est ça, mais c'était assez marrant d'ailleurs qu'ils soient encore utiles des années après, parce que c'était mes bonnes. Quand j'avais des bonnes notes à l'école, c'était mes récompenses. J'étais une passionnée de je vais pas citer des marques, mais je pense que vous les connaissez. Bon, Lacoste, on les connaît bien, les Hummel, les Adidas, c'était très à la mode quand j'étais ado, et c'était toujours un périple d'aller à Marseille, pour les rues Saint-Fé à Marseille, les connaisseurs savent. Oui, parce que même à Avignon, à Apt, on trouvait pas forcément les derniers modèles. Non, on trouvait même. C'était avant Internet. On trouve surtout aucun modèle à Apt. Donc non, il fallait se déplacer à Marseille. Donc déjà, il y avait une symbolique on quitte la campagne, on va dans une grande ville, et moi j'adorais les survêtements parce que c'était la mode à l'époque, c'était l'époque de Sniper, l'époque des R&B Fever, parce que j'ai vu vous avez vu le disque d'or dans le couloir. Exactement, j'ai vu Sniper, j'ai vu Kenza Farah, c'est exactement cette époque-là. Donc Kenza Farah qui était tout le temps en survêtement Hummel, donc c'était l'artiste de la région, donc on a juste suivi la mode. J'ai dîné avec elle il n'y a pas longtemps. J'étais super impressionné en fait. Mais c'était marrant de rencontrer les gens quelques années Bien sûr, après qui illustrent les bandes son de votre vie aussi. Et ce qui est très marrant, c'est que beaucoup qui sont retournés, qui étaient devenus adultes, qui sont retournés chez leurs parents, ils ont retrouvé leur condition d'enfant. Et là, c'est Madame Sciences Po qui rentre chez ses parents. Mais on a tous connu ça finalement avec, d'abord, souvent à la maison, c'est les parents qui tiennent la zapette, donc la télécommande, donc qui décident de ce qu'on va regarder. Et après, il y a forcément les sujets qui fâchent. Et visiblement, votre père vous reproche d'être pas occidentalisé, mais quand même d'avoir les idées des autres. Ben voilà, parce que j'ai été formée à Sciences Po, donc j'ai une culture très française, littérairement, et toutes mes connaissances maintenant sont totalement détachées de son pays d'origine à lui, lui s'informe en fait uniquement avec les chaînes arabes, avec les chaînes marocaines surtout. Donc non, effectivement, on a deux visions du monde totalement antagonistes, mais c'est tellement... Mais vraiment antagoniste ou... Sur certains points, oui, mais parce que en fait, ma famille n'a pas été épargnée par les théories du complot qui ont foisonné pendant ce confinement, surtout le premier. Donc mes parents non plus, et mon père donc est très sceptique vis-à-vis des médias, et comme je le dis, c'est-à-dire que pendant le confinement, quand il allumait BFM, qui voyait les rues de Paris vides, il se reconnaît pas du tout dans ce qui est diffusé à la télé, parce que lui, sa vie ne se s'est pas arrêtée. En fait, lui, il a continué sa vie comme avant. Et lui est entrepreneur dans le bâtiment, donc il continue à bosser. Voilà, donc il continue à aller sur le chantier, il continue à mener sa vie de travailleur, d'ouvrier. Donc il ne comprenait pas pourquoi on ne parle pas de cette vie-là. Et il y a une image qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'interviews avec des bibliothèques derrière. Et lui, il regardait et il s'est dit, mais c'est une mise en scène en fait, parce que on voyait que ça. On ne voyait du coup... Tout le monde posait devant sa bibliothèque. C'est ça, et la distinction de Pierre Bourdieu. Moi, c'est juste à ça que j'ai pensé quand j'ai vu ces images. Je me suis dit, il y a cette volonté de se distinguer de ceux qui n'ont pas de bibliothèque et de ceux qui, en fait, n'ont pas le temps de poser dans la bibliothèque pour répondre à une interview. Et mon père, déjà que moi, ça peut être... Il y a une distance vis-à-vis de ces images-là. Imaginez mon père qui, en fait, rentrait sur du chantier avec sa tenue de chantier et qui
allume la télé et voit en fait toutes ces réflexions très bourgeoises, très intellectuelles, alors que lui, ce qui l'inquiétait, c'est est-ce que je vais avoir des aides de l'État? Est-ce que je dois me confiner, je sais pas moi, 2 heures par jour? Est-ce que... Il y avait rien, il y avait aucune information sur comment on doit remplir une attestation. Voilà. Est-ce que je peux continuer à bosser? Enfin, voilà, totalement. C'est vraiment des la questions vraie vie, basiques. quoi. Voilà, des questions de la vraie vie, de est-ce que je peux aller faire mes courses comme avant? Est-ce qu'il faut que je me réorganise par rapport aux horaires de fermeture? Tout simplement, à un moment, il m'a posé la question, il me dit, est-ce que mes outils de chantier vont être livrés à temps? Est-ce que je vais avoir le placo qu'il faut pour construire telle ou telle maison? Donc, c'est des questions juste de pratique, de est-ce que ma vie va continuer et pas de savoir de quelle couleur est le tapis de yoga que je vais acheter pour faire du yoga, parce que bien sûr, tout le monde a fait du yoga pendant le premier confinement. Exactement. Et c'était... Mais c'est ce que nous vendait la télévision aussi. Hein. Et moi aussi, c'est ce que je lui vendais. Parce que moi, je faisais rien de toute ma journée, j'étais à la maison. Gym à la maison. Voilà. Forcément. Donc il m'a vu faire du sport, il me voyait faire du sport quand il rentrait. Et c'était déjà, pas marrant, mais c'était un peu dérangeant, surtout, je pense, pour lui, de voir qu'on vivait pas le même confinement, finalement, parce que moi, je ne travaillais plus du tout. J'avais le luxe de pouvoir rentrer chez mes parents et de ne rien faire pendant 2 mois. Enfin, j'ai pas rien fait, j'ai quand même écrit ce livre pendant cette période, mais en tout cas, j'étais à la maison, au chaud, et je pouvais regarder des séries, je pouvais lire des livres, je pouvais regarder des films. Et lui, sa vie n'était pas bouleversée par cette épidémie. Nesrine Slaoui, vous êtes aujourd'hui journaliste. Alors après, il y a des pourcentages, c'est vous qui les avez donnés un jour, hein, vous faites partie des 4% des personnes diplômées d'un bac plus 5, oui, qui sont enfants d'ouvriers non qualifiés. Donc vous avez fait de votre parcours un sujet dont vous aimez parler. Finalement, il y a une image qui a beaucoup ému ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux, c'est celle où vous parlez des mains de vos parents. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas regarder les mains de vos parents ? Surtout celle de ma mère, parce que ma mère a eu un accident de travail très très grave le mois qui a suivi mon bac. Donc moi, j'étais prête à partir en prépa Sciences Po et à préparer du coup le concours. Et ma mère s'est grièvement blessée dans une calandreuse. C'est les grosses machines qu'on utilise dans les hôtels de luxe pour repasser les draps. Et en fait, sa main a totalement été aspirée par la machine. Donc c'était la main droite. Donc tout a été brûlé, en fait, la peau, les muscles, etc. Et il a fallu des années pour que ça se reconstruise. Et en fait, ça a été marquant pour moi parce que c'était le moment où on devait faire un effort familial collectif financièrement pour pouvoir me permettre de faire ensuite Sciences Po Grenoble et Sciences Po Paris. Et en fait, on a été coupé. C'est-à-dire que... Il fallait payer la prépa, vous aviez trouvé une prépa qui coûtait... Mais qui coûtait 1300. Donc c'était une prépa privée qui coûtait cher, mais ça allait en fait. Il y a des prépas à Paris qui coûtent 10 000 € par exemple. Ça allait, c'était dans nos budgets. Puis moi, j'avais travaillé, j'étais animatrice quand j'étais petite. Donc j'avais travaillé tout l'été, mais mes parents étaient prêts à faire des heures supplémentaires. Et du coup, on a été coupés notre fierté, notre bonheur de se dire j'allais pouvoir commencer mes études a été freiné par cette nouvelle, parce que en fait même moi je me suis rendu compte que ma réussite elle dépendait de leur corps, et c'est pour ça que j'ai cette image toujours en tête ce rapport au corps de mes parents. Moi j'ai surtout une espèce de culpabilisation par rapport à ça, parce que je sais que leur état physique maintenant, j'en suis un peu responsable, même s'ils ne me le font pas payer. C'est plus dans le sens où je sais qu'ils se sont sacrifiés physiquement pour que moi je puisse avoir accès à des études. Donc c'est pour ça que j'ai un rapport particulier à leur corps, que j'ai du mal à regarder les mains, mais vraiment c'est surtout celle de ma mère. Surtout celle de ma mère. Expliquer qu'ils se sont mis en plus à faire des heures supplémentaires à cette époque-là. C'est ça. Parce que Sciences Po, ça coûte, il faut quand même le dire. Bien sûr, et même s'il y a des aides, maintenant, il faut quand même le préciser, il y a des aides pour les boursiers, etc. Mais c'est surtout le fait que, en fait, moi j'étais dans une ville de campagne, donc dans tous les cas, il fallait payer un loyer. C'est-à-dire que par exemple, quand vous habitez dans le 93 et que vous faites Sciences Po Paris, vous prenez le RER, vous rentrez chez vos parents le soir, il y a un coût en moins, c'est celui du loyer. Moi, il fallait payer le loyer pour pouvoir étudier ailleurs dès la sortie du bac, parce qu'à Apt, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de classe prépa. Donc c'était un coût, c'était minimum 600 € par mois à déjà débourser juste pour le loyer. Donc ils avaient conscience de ces coûts-là. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont poussé à le faire. Mais très vite, en fait, cet accident de travail de ma mère m'a rappelé à quel point leur santé était fragile, à quel point ma réussite dépendait de ça, et c'est très douloureux pour un enfant, tous les enfants d'ouvriers, je pense, le sentent, que leur existence, en fait, appuie sur la santé de leurs parents. C'est Édouard Louis qui en parle très bien, donc il a tué mon père, sur le fait qu'il a vu le corps de son père se dégrader au fur et à mesure, et que d'une manière ou d'une autre, il s'en sent aussi un peu responsable. Mais vous le sentez tôt, enfin, peut-être que certains se posent la question, mais plus tard. Moi, je le sens tôt, je pense que c'est parce que c'est l'accident. Je pense que c'est l'accident de ma mère vraiment qui me confronte à ça, parce qu'au début, je n'y réfléchissais pas. Et après, en fait, c'est tout simple. Déjà, il y a la souffrance de voir sa mère effectivement souffrir de cet accident. Et derrière, les questionnements financiers.
Et donc là, moi, je suis à peine entrée dans les études et tout ça se met devant moi comme la possibilité qu'en fait, je ne quitte pas mon milieu social et surtout que ma mère en souffre toute sa vie. Parce que en fait, c'est une souffrance maintenant qui... Quand on a un aussi grand accident de travail, on en souffre encore. Ma mère, aujourd'hui, elle ne peut pas travailler. Elle est en plus au tribunal encore avec ses anciens employés. Donc voilà, c'est quelque chose qui traîne dans le temps et qui nous rappelle justement sa condition d'ouvrier. Votre mère a fait des ménages. Et puis ça. Ensuite, elle a travaillé dans des hôtels de luxe. Exactement. Dont vous vous êtes servi plus tard, mais il faut lire le livre pour comprendre. Et ce que vous expliquez, c'est que finalement, votre mère, elle a toujours aimé son métier. Oui. Elle n'a pas souffert de déclassement. Elle aimait son métier, qu'elle maîtrisait très bien, qu'elle faisait très bien, et qu'elle comprenait pas toujours de quoi vous lui parliez quand on parlait de différences de milieu, en fait. Elle déteste quand je fais ça. Elle déteste quand j'essaie de lui expliquer les dominations sociales. Elle me dit, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, j'échange très bien avec les gens pour qui je travaille et tout se passe très bien. Et il ne me domine pas, personne ne me domine. Et c'est tant mieux, en fait, finalement, si elle ne le ressent pas comme ça. Mais moi, j'essaie juste de lui expliquer comment, de manière systémique, cela fonctionne. Et c'est pour ça qu'aussi, à mon avis, elle arrive à faire ce métier parce qu'elle l'aime vraiment. Elle aime vraiment quand elle était gouvernante dans des hôtels. Elle adorait ça. Je pense que c'est pour ça aussi que l'accident l'a freinée dans son propre bonheur, en fait, parce qu'elle adorait ça, elle adorait discuter. En fait, elle a rencontré... même moi, aujourd'hui, quand je lui parle, elle me dit « je parle avec l'ambassadeur d'Italie aujourd'hui, et il va acheter ton livre ». Et pour elle, c'est une fierté parce qu'en fait, elle a côtoyé tellement de gens de cet autre milieu qui est le sien, qu'elle ne se sentait pas... Au contraire, elle se sentait peut-être un petit peu privilégiée. Des gens riches. Voilà, c'est ça. Dans des propriétés incroyables. C'est ça. Ouais. Et moi, je les ai vues, les propriétés, justement, et elles sont magnifiques. Et je pense, voilà, il y a ce rapport aussi de... Elle se considère chanceuse de les avoir côtoyés d'une manière ou d'une autre. Et surtout, il la traite aussi avec respect. C'est-à-dire que moi, je l'explique dans le livre, c'est moi qui le vis comme une violence. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est ma mère qui nettoie les toilettes de d'autres personnes. C'est votre rapport à vous avec ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que je le subjectivise beaucoup. C'est mon rapport avec ça. Voilà. Quand je les vois avec elle, ils discutent, il y a une forme de respect, de courtoisie. Mais c'est vraiment moi qui vois, en fait... Qui n'est pas à l'aise avec ça, voilà. Comme beaucoup d'enfants qui ont réussi, qui ont vu leurs parents se lever tous les matins, toute leur vie, travailler, se tuer à la tâche, et qui ne comprennent pas finalement que leurs parents n'aient rien dit. Exactement. Et puis je pense que c'est surtout quand je le raconte aussi dans le livre, c'est que moi un jour j'ai eu une femme de ménage qui a nettoyé mon bureau, et là j'ai projeté ma mère dans cette image-là. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte de la violence que j'avais peut-être projetée aussi sur elle, alors qu'elle ne le vivait pas. Parce que je pense que la femme qui nettoie... Parce que vous racontez que vous avez été super gentil avec elle, et peut-être trop. Que vous avez été beaucoup trop gentil. Voilà, trop. c'est ça. Elle a dû me trouver insupportable. Ouais. J'étais vraiment... Vous voulez que je vous aide ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous voulez que je lève mon clavier ? Parce qu'en fait, j'ai vraiment... À ce moment-là, j'ai projeté ma mère sur cette femme. Et c'est là où c'est pour ça que je le raconte dans le livre. C'est vraiment moi qui vis la violence de cette manière-là. Peut-être que ma mère, elle veut pas aussi la regarder en face, mais c'est personnel pour elle. Mais en tout cas, voilà, moi, je l'ai vécu comme ça. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est aussi lié au fait que c'est ma mère, tout simplement, et qu'il y a un lien familial, il y a un lien affectif qui est présent. Vous souffrez toujours du syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai pas trouvé de féminin pour ce mot. L'impostrice ? Non, c'est pas... On ne dit pas, en fait. On pourrait le dire. Peut-être avec un E, l'imposteur. Ouais, ou l'imposteur, on pourrait le dire, mais bon. Mais alors, vous dites que finalement... il aurait hérité de votre grand-mère qui portait un voile et qui, elle, ne s'est jamais sentie acceptée en France. Moi, je pense que c'est oui. C'est ça. Je pense que j'ai même mon rapport avec la langue française, le fait que je parle vite, le fait que des fois j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas très intéressant. Je me demande si ça vient pas de tout ce qu'on a dans la famille, en fait, tout ce que j'ai hérité, en fait, notamment mon père qui parle pas très bien français à l'oral, ma grand-mère qui est très discrète et qui ne s'exprime jamais et qui est toujours effacée. Et donc je pense que leur comportement un peu irrigué en moi et que du coup j'ai encore ce sentiment d'illégitimité quand je parle et quand j'ai quelque chose à dire qui me semble important. Il me manque cette assurance que je pense j'aurais eu dans d'autres conditions et si j'avais grandi dans un autre environnement. Dans un autre milieu. Totalement. Vous avez gommé votre accent ? J'ai gommé je sais pas si... c'est à vous de me confirmer. Non, mais si je prends l'accent du Sud... Moi, je suis toulousain. On me met avec des Toulousains, je reparle toulousain tout de suite, instantanément. Mais c'est quelque chose qu'effectivement on fait peut-être automatiquement quand on arrive à la ville ou à Paris peut-être. Moi on m'a demandé de le faire. On m'a demandé de le faire parce que je voulais être journaliste, notamment télé.
Et, Qui vous a demandé ça? À l'école de journalisme. J'ai pas de nom particulier parce que c'était... Glottophobie. Exactement. Non mais c'est courant dans les écoles de journalisme, il y a beaucoup de gens qui le dénoncent maintenant, parce qu'on nous demande de parler d'une certaine manière, même on nous apprend à poser la voix. Moi, quand j'étais en télé, on m'a appris à faire la fameuse voix des JT qui insupportable, parce que tout le monde a la même voix en fait. Et maintenant que je travaille dans d'autres médias dans mon l'Obsédeur, on me demande de faire l'inverse, donc je suis en train de désapprendre ce que j'avais appris. Donc non, moi c'est parce qu'on m'a demandé de le faire, et c'est pour ça que je le raconte d'ailleurs comme une violence, c'est-à-dire tout ce que j'ai dû changer au final pour pouvoir être journaliste, alors que j'aurais tellement aimé garder mon accent. Alors aujourd'hui, il y a une mode, on peut avoir un peu l'accent. On peut l'avoir depuis qu'on a un Premier ministre, du Béarn. Il dérange pas chez tout le monde, visiblement, effectivement. Il y a apathie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'accent. Surtout chez une femme, on peut considérer ça comme vulgaire, ou en tout cas on m'a déjà fait des remarques là-dessus, donc voilà. Donc pas crédible, pas crédible, ouais. Un peu vulgaire. Voilà, il y a cette image-là des jeunes filles du Sud un peu frivoles. Donc non, on m'a fait comprendre que si je voulais paraître plus sérieuse et que je voulais qu'on m'écoute, il fallait que je parle pas sans accent, mais en fait avec l'accent parisien. Accent pointu. Il y a un mot que vous détestez, c'est le mot beurette. Je le hais. Je le hais. Et je l'explique dans le livre pour tout ce qu'il véhicule. Parce qu'il a changé quand même Il a changé oui, bien sûr. De sens. Bien sûr, il est apparu dans les années 80 quand il y a eu la marche contre le racisme et pour l'égalité, qu'on a appelé la marche des beurs pour faciliter. Et c'est là où on a commencé à appeler les jeunes filles issues de l'immigration des beurettes. Et à l'époque, c'était simplement pour dire qu'elles étaient issues de l'immigration. On avait un peu ce fantasme-là qu'elles étaient soumises à leur père, soumises à leurs frères, soumises à cette culture-là. Et puis, il y a eu une déviation avec l'hypersexualisation maintenant de ce mot qui est en tête des sites pornographiques, avec la télé-réalité qui l'a aussi beaucoup mis en scène, les clips, notamment les clips de rap qui ont mis en scène cette image-là très fantasmée de la beurette. Et c'est incroyable à quel point maintenant, il est sexualisé. C'est-à-dire que maintenant, ça a perdu tout cet aspect issu simplement de l'immigration. Et c'est pour ça qu'on est nombreuses maintenant à dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Je parle de Nassira Ghani Souleimas qui avait écrit un livre déjà à l'époque. Il y a très longtemps, voilà. Au moins 20 ans, je crois. Exactement, donc c'est pour ça, pour dire quand même, depuis 20 ans, on vous prévient, à un moment, il faudrait cesser de l'utiliser. On parlait de follow the process, suivre le procédé donc pour changer de classe. Vous vous dites que la première, c'est la logique de mimétisme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on observe et on fait comme les autres. C'est ça, c'est en classe prépa. C'est-à-dire qu'en plus des cours, je me donnais des cours à moi toute seule et je regardais mes camarades, je regardais tout, les tenues vestimentaires, de quoi ils parlaient, des expositions qu'ils avaient vues, des livres qu'ils avaient lus, des films que j'avais loupés, et je notais tout sur un carnet en permanence. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai compris comment il fonctionnait, comment il s'habillait. Vraiment, c'était de l'analyse sociologique. J'avais pas encore conscience que c'était ça, mais parce que je voyais bien que j'étais différente. Déjà, par le simple fait d'être issue de l'immigration dans une classe prépa où il n'y avait en fait personne issue de l'immigration, déjà je me sentais différente. Et vous expliquez que tout le monde a l'habitude de se compter dans ces cas-là. Quand on est seul ou quand on est en minorité, on se compte. Totalement. Et il y a déjà des gens qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. Et c'est ce qu'on m'envoie le plus là pour l'instant sur les réseaux sociaux, c'est la capture d'écran de ce passage, en me disant mais mon Dieu, je l'ai tellement fait. Parce que c'est vraiment un geste de survie. Je l'ai fait de partout et surtout à Sciences Po, d'arriver dans une classe et de dire bon, alors combien il y a de personnes issues de l'immigration, combien j'ai de personnes qui vont me comprendre en fait dans la pièce. Et c'est surtout que si on est seul, c'est encore plus violent. Parce que c'est-à-dire qu'on va subir en fait les fantasmes au nom de tous. Donc moi, j'avais toujours ce réflexe d'arriver, et en prépa, je suis arrivée et j'étais toute seule. À Sciences Po, on était 2, Sciences Po Grenoble, et puis en Sciences Po Paris, j'ai été encore de nouveau la seule. Et donc du coup, voilà, c'est systématique, et j'en parle, comme je l'ai dit, avec plein de personnes issues de l'immigration. On a tous et toutes ce réflexe de compter. Ça pose la question de ce que c'est que la culture générale en France. Vous le dites, être bilingue en anglais, c'est de la culture générale. Être bilingue en arabe, non. Et c'est scandaleux. Mais pourquoi pas, tout simplement. Surtout que il y aurait une culture générale dominante. Mais enfin, aujourd'hui, ça change avec les cultures urbaines, tout ça. Mais ça, dans certains milieux, c'est toujours pas reconnu comme de la culture. Le rap, par exemple, c'est pas considéré comme de la culture partout. Le fait de parler arabe, on est encore dans un débat en France sur est-ce que parler arabe, c'est dangereux ou non. Alors qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui sont justement binationaux, donc français, algérien ou tunisien, français, marocain, français, algérien ou français, tunisien, et qui parlent ces deux langues-là. Et pourtant, c'est une énorme richesse de parler l'arabe aujourd'hui dans un monde où en fait, c'est le commerce qui... Je parle juste pour des écoles de commerce. Il y a du business à faire. Exactement. Ouais. Si on veut juste être rationnel mathématiquement et économiquement, c'est forcément un avantage.
Bon, votre premier roman illégitime est sorti cette semaine chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Nesrine Slaoui. Vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous regardez la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup pour l'invitation.